Bienvenue dans Coquillage, or et argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Ici, on ne parle pas seulement de chiffres, de pièces ou de billets. On parle de ce qui vibre en nous, de nos histoires de famille, de notre éducation et de cet héritage invisible qui, encore aujourd'hui, dicte notre façon de vivre et impacte notre bien-être. Je suis Éléonore et dans ce refuge sonore, je t'invite à explorer l'intimité de ton rapport à l'argent. Bonne écoute et bon voyage. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Coquillage, or et argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Cordonnier, lyonnais par de cœur, mari d'une charmante femme, père de 2 enfants et surtout passionné par un sujet encore trop peu exploré, le pricing. Depuis près de 20 ans maintenant, il s'interroge avec finesse sur la valeur, sur le prix et ce qu'on ose ou pas facturer. Ingénieur de formation, il a débuté sa carrière chez Peugeot Citroën où il a participé à la création du tout premier système de pricing du groupe. Il devient en 2014 le premier Français certifié par la plateforme européenne de pricing avant de faire un saut courageux vers l'indépendance. Car en 2015, il devient le premier freelance spécialisé en pricing en France. Depuis, Mathieu accompagne des entreprises, que ce soit des ETI, des grands groupes, pour optimiser leurs marges, affiner leur stratégie tarifaire et surtout faire de leur prix un véritable levier de puissance. Et aujourd'hui, il lance Grinden, où il va me dire comment ça se prononce. Une application qui veut enfin aider les freelances à se tarifer sereinement, sans flou, sans gêne, sans imposture. Donc, dans cet épisode, on va bien sûr parler d'argent, mais on va aussi parler d'indépendance, on va parler de valeur perçue et de ce fameux chiffre, le prix, qui cristallise tant d'émotions. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Mathieu rentrer sur le plateau. Donc, bonjour Mathieu, comment vas-tu? Bonjour Éléonore, je vais très bien, merci. Bonjour aux auditeurs aussi. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Ok. Ben, du coup, que représente pour toi l'argent? En un mot. En un mot. Alors, ça me ramène à la première entreprise que j'ai créée il y a une dizaine d'années, qui s'appelait PrismUp. Et donc, le mot pour moi qui est le plus cohérent avec cette notion d'argent, c'est le mot prisme. Parce que, je ne sais pas si je dois développer, Éléonore, mais Vas-y. l'argent est à la fois le reflet d'une valeur et en même temps aussi, et en même temps, il déforme notre vision des choses. Voilà. Donc, je suis peut-être pas dans l'explication, mais d'où à l'époque la création de cette entreprise de cette marque PrismUp, qui intégrait à la fois aussi le mot prix d'ailleurs dedans. Mhm. Ok, c'est intéressant ce que tu dis, que ça définit une valeur et en même temps ça déforme notre réalité. C'est assez. J'ai envie qu'on creuse plus tard quand on va parler des pricing. Je pense que ça peut être intéressant. Euh, Dis-moi, avant qu'on aille plus loin, si on faisait un retour un peu en arrière, moi j'aime bien aller regarder comment chaque personne vivait l'argent quand il était enfant, en tout cas. Dans le milieu dans lequel tu as grandi, est-ce qu'on parlait d'argent? Est-ce que c'était tabou? Ou au contraire, est-ce que tout le monde, il y avait du cash sur la table tous les jours? Je ne sais pas, dis-moi en plus. Alors, j'ai grandi dans une famille. Alors, j'allais dire deux fonctionnaires, mais c'est pas tout à fait vrai. Mon père était assimilé fonctionnaire et ma mère était au foyer, femme au foyer.
C'est elle qui faisait les comptes, d'ailleurs, de manière assidue. On parlait, enfin, l'argent n'était pas un sujet, en fait. Étant jeune, j'ai jamais manqué d'argent. Mon père gagnait relativement bien sa vie. Il gagne toujours relativement bien. Mais on n'a jamais eu à aborder le sujet de l'argent. C'est pas qu'il était tabou. Les seuls moments où, en fait, j'entendais parler d'argent, en dehors des histoires d'argent de poche, hein, évidemment, mais les seuls moments où j'entendais parler d'argent, pour discuter d'argent, c'était lorsque ma mère faisait les comptes et elle se disait le soir, mais il n'y aura pas assez d'argent à la fin du mois, alors qu'on manquait vraiment de rien. Donc, vous voyez, j'avais une maman qui était assez anxieuse, avec une relation assez anxieuse vis-à-vis de l'argent. Mais nous, on s'en est jamais vraiment soucié. Enfin, moi, nous, parce que j'ai 2 frères, on s'en est jamais vraiment soucié de ça. Ok, donc du coup, est-ce que tu n'as pas hérité du coup des schémas en fait familiaux? Tu t'es construit comment toi vis-à-vis de l'argent? Quand tu as grandi, notamment quand tu es parti aux études et après quand tu es rentré dans la vie active? Alors, je ne sais pas si on échappe à nos schémas sociaux, si on peut y échapper, mais s'il y a une recette, je la veux bien. Non, j'ai pas échappé à ce petit truc dont je viens de parler. Ma maman qui disait tout le temps dans les comptes, on va manquer d'argent, il faut faire attention, etc. Et en fait, aujourd'hui, je fais assez attention à l'argent. J'ai une approche assez gestionnaire des choses. Bien que mon métier mon métier n'est pas à l'inverse de la gestion, mais ça n'en est qu'une composante. Donc, ensuite, je fais bien le distinguo entre mon approche professionnelle des choses et mon approche personnelle. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, quand tu as débuté ta carrière, notamment d'abord en tant qu'ingénieur, finalement, tu es tombé dans le pricing, de ce que j'ai compris. Dis-moi, Jean plus, comment tu es tombé en fait dedans et pourquoi tu n'es pas resté dans le côté plus technique, scientifique? Alors, je n'y suis pas tombé tout de suite. J'ai eu en fait un parcours tout d'abord assez technique, effectivement, ingénieur, puisque j'étais chef de projet dans l'automobile, chez Renault, puis chez PSA, Peugeot d'ailleurs, dans les 2 marques, hein, Peugeot puis Citroën. Et, donc avec, je ne vais pas rentrer dans le détail des métiers que j'ai effectués, mais avec une composante vraiment très 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 technique, très pointue sur la conception des véhicules et puis sur leur réparation aussi d'ailleurs, puisque j'étais à la prévente notamment de Peugeot. Donc j'ai eu d'abord cette partie d'ingénierie dans laquelle je suis allé très très loin techniquement et puis au bout d'un moment ça m'a un peu lassé si tu veux et j'ai demandé à changer vers un monde plus proche du client, à me rapprocher d'aspects commerciaux et je suis parti faire du marketing chez PSA. Et tu vas voir pourquoi je te raconte tout ça, parce que c'est très lié en fait au pricing. Et j'ai travaillé sur un projet dans le cadre de différents projets marketing. J'ai travaillé sur un projet qui s'appelait Forcom, qui est un projet de pricing qui était le premier projet de pricing chez Citroën sur les services après-vente et réparation et pièces de rechange. J'ai travaillé pendant 2 ans sur ce projet, puis je suis parti refaire du marketing chez Poquin Hydraulics. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est à la fois mon abord, ma compréhension du produit dans ses tréfonds techniques, ma compréhension du produit d'un point de vue marketing, c'est-à-dire dans la relation produit-client, mais aussi dans le contexte de vente, qui, cumulé au projet que je suivais, qui était un projet de pricing, qui ont fait que j'ai pu transformer tout ça en, lorsque j'étais chez Poquelin Hydraulics,
un projet de pricing complet à 360 degrés sur toutes les facettes du pricing. Ce n'est que parce que j'avais acquis des compétences précédentes, les compétences précédentes, que j'ai pu, alors évidemment je me suis formé, mais que j'ai pu déployer un projet complet de pricing. Et c'est parce que j'ai déployé avec succès un projet de pricing que j'en avais fait chez PSA, j'en avais fait chez Poclin Hydraulics, et que chez Poclin Hydraulics, notamment, la première année, on a fait 1,8 million d'euros de marge supplémentaire. Donc, c'est ce succès qui m'a amené à me dire, bon, OK, j'ai fait ça dans 2 entreprises. Maintenant, ces 2 grandes entreprises, avec succès, je souhaite le déployer dans beaucoup plus d'entreprises. C'est pour ça que je me suis lancé en tant qu'indépendant. Voilà la logique un peu de mon parcours. Ok, d'accord, je comprends mieux. Et du coup, j'ai 2 questions qui me viennent. La première, c'est parce qu'on dit pricing, pricing, là, si on est déjà anglophone. Qu'est-ce que c'est le pricing? Déjà d'une, vraiment expliquer à une personne lambda qu'est-ce que c'est. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as vu chez les clients chez qui tu voulais travailler? Qu'est-ce qui manquait en fait? Parce que moi, j'ai l'impression que fixer un prix, c'est pas si compliqué que ça en fait. Ouais. Alors, pour répondre déjà à ta première question, la meilleure manière de définir, alors le pricing, si je prends ce terme et que j'en fais une traduction, c'est de la tarification, et tu as complètement raison, en fait, les entreprises, depuis qu'elles existent, elles tarifent avec des pillages, avec de l'or, avec de l'argent, et puis aujourd'hui, avec des éléments plus virtuels, mais en tout cas, les entreprises ont toujours créé des prix. Voilà. Enfin, après le troc. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc, pourquoi est-ce qu'on a mis ce terme pricing, que je francise d'ailleurs régulièrement en disant pricing, mais pourquoi est-ce qu'on a fait, on a mis ce terme sur une discipline? Pourquoi est-ce qu'on a créé une discipline? Parce que c'est une discipline. Parce que dans les années 2000, même un peu avant, dans les années 80, avec l'essor des techniques d'analyse de données, et notamment des ordinateurs, simplement, on a pu commencer à cruncher de la donnée, à exploiter cette donnée à travers des algorithmes, donc mathématiques, en gros, pour créer des modèles. Comment on crée un modèle, si vous voulez, quand vous faites de la CAO, de la conception assistée par ordinateur, on crée un modèle virtuel de la voiture ou d'autres produits. Et bien là, c'est pareil. On crée un modèle mathématique qui reflète la manière dont le client valorise le produit. Qu'est-ce qu'il prend en compte pour valoriser le produit? Et ces capacités d'analyse se sont développées énormément après les années 2000. Eh bien, cette discipline du pricing qui ne touchait jusque dans les années 2000 quasiment que la logistique aérienne, enfin les billets d'avion, en gros, on appelle ça du management. Ah ben oui. Cette discipline, voilà, de revenue management qui ne touchait que les avions, s'est mis à toucher aussi le monde des hôtels, le monde des campings. Et non seulement cette discipline a touché d'autres domaines, mais elle s'est diversifiée. C'est-à-dire qu'il y a d'autres disciplines, il y a d'autres techniques de pricing qui se sont développées que le revenue management. Oui, Ok. c'est un peu la même chose. Donc, il y a des techniques dites de value-based pricing, par exemple, qui se sont développées et qui sont complètement différentes du revenue management ou du yield management, et que moi j'utilise, et qui sont arrivées à maturité dans les années 2010 en France, mais bien avant dans d'autres pays, comme les US ou le Japon, au début des années 2000. Moi, j'ai commencé à faire du pricing en 2007, donc assez tôt pour la France. On était, je dirais, ça se comptait sur les doigts d'une main, les pricing managers en France. Il y en avait chez Michelin, chez Total, chez PSA, donc moi. Et ça s'est
beaucoup développé, mais ça reste effectivement, tu as raison de me demander d'expliquer un peu mieux en quoi consiste le pricing, parce que ça reste encore relativement peu connu. C'est très connu dans les grandes entreprises. Il y a des entreprises qui ont des centaines de pricing managers, mais dans les petites, moyennes entreprises et puis chez les freelances, c'est quasiment inconnu, je dirais, comme métier. Voilà, on est quand même, j'estimerais, à peu près, il doit y avoir 40 à 50 000 pricing managers en France quand même. Hein. C'est pas Ah oui, un petit c'est métier. rien. Voilà. Exactement. Ok. Excuse-moi, j'ai zappé ta deuxième question, du coup. Je pense que tu y as répondu, mais du coup, j'ai une autre question qui va bien aller avec. C'est, toi, tu as été le premier français certifié en pricing. Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en fait dans cette leçon? Est-ce que tu as été confronté du coup à d'autres Européens aussi? Tu as vu des pratiques différentes? Alors, moi, la première leçon que ça m'a donné, la première leçon que m'a donné le fait d'être le premier Français certifié en pricing, c'est que je me sentais déjà un peu tout seul. Être le premier, c'est pas, ça peut être valorisant, certes, mais c'est pas toujours facile parce qu'en fait, le fait d'avoir des concurrents, mine de rien, permet de se positionner, permet de se mesurer, permet de discuter parfois avec des concurrents des techniques qu'on utilise. Et effectivement, tu as raison, j'ai dû aller chercher à l'étranger ces compétences parce qu'elles n'existaient pas en France. Peu, si je disais, on était, quelques-uns en France à faire du pricing management. J'ai assez rapidement monté des groupes de discussion. C'est simple, hein, sous WhatsApp ou d'autres, sous Messenger ou autre, mais des petits groupes de discussion avec d'autres personnes dans d'autres entreprises à l'étranger pour pouvoir comprendre quelles étaient les techniques utilisées. Et puis, le pricing existait aussi déjà chez des grands consultants, chez McKinsey, chez Simon Partners, qui est l'un des fondateurs du pricing. Donc, j'avais aussi des contacts chez ces consultants pour pouvoir m'assurer que je ne faisais pas n'importe quoi non plus, isolé dans mon entreprise. Ok. Mais tu vois, tu m'apprends quelque chose dans le sens où on nous incite souvent à être le premier pour capter un marché dans l'entrepreneuriat, mais on voit pas l'autre partie en fait de la médaille en fait, où c'est pas toujours confortable en fait d'être le premier parce que on sait pas comment on navigue un peu à l'aveugle en fait. C'est ouais. Alors, on navigue à l'aveugle, effectivement. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a vraiment la question de la mesure. C'est comment je me situe par rapport à d'autres. Est-ce que mais sur plein d'aspects. Si on revient à l'argent, par exemple, ne serait-ce que ça, c'est est-ce que je suis correctement rémunéré pour ce que je fais ou pas? Assez basique, mais c'est quand même une question essentielle. Est-ce que je dois aller voir ailleurs, essayer de partir à l'étranger pour quoi qui me correspond mieux ou pas? Voilà, moi je me posais toutes ces questions. Hein. Et en tant que premier, effectivement, tu as raison, il n'y a pas de référentiel. J'avais l'avantage quand même d'en avoir un aux US de référentiel. Mais enfin, comme tu le sais certainement, entre les US et la France, il y a quand même tout un monde. Voilà. Un peu. Un peu. Et du coup, en tant qu'expert en pricing, comment toi tu t'es pricé, tu vois? Est-ce que du coup, tu l'as fait en appliquant tes propres méthodes ou au contraire, est-ce qu'il y a eu quand même un sentiment d'illégitimité à un moment, un syndrome de l'imposteur au début? Alors, comment j'ai défini mes prix? Alors, j'ai l'avantage effectivement d'exercer le métier. Et donc, alors, du coup, j'ai appliqué exactement les techniques que j'utilise pour des grandes entreprises. Alors, adaptées évidemment à mon niveau, puisque je suis freelance. Le contexte stratégique, commercial est très simplifié par rapport à une entreprise.
Mais ce sont basiquement les mêmes techniques de modélisation du prix et assez étonnamment des paramètres qui se ressemblent énormément, qui sont pris en compte pour déterminer le prix chez un freelance. Donc j'ai mes grilles tarifaires, en tout cas, les prix auxquels je vends mes services sont issus de mes techniques de pricing. Ok, donc tu n'es pas, comment on dit ça? Un cordonnier mal chaussé. Dans le excuse-moi, j'ai pas. Un cordonnier mal chaussé. Un cordonnier mal chaussé. Non, voilà, c'est ça, je voulais faire Sans la jeu blague. de mots avec ton Les nom, chaussées, sans jeu de mots. tu vois, Sans je te jeu l'ai de mots. laissé. Un cordonnier mal chaussé pour le coup. Ok, bon. Du coup, moi j'ai une question qui, qui me vient comme ça sur le prix, le tarif, hein, parce que prix-tarif, je ne sais même pas s'il faut faire la différence entre les deux notions déjà. Non, Très pas plus que rapidement, ça. un tarif est composé de plusieurs prix, voilà, mais non, tu D'accord. peux tout à fait, tu Ok. peux relier les deux, il n'y a pas de souci. Ok. Mais du coup, pourquoi ça crispe autant dans une relation client? Des deux côtés, hein. Je le vois du côté de celui qui propose le prix, donc on va dire le vendeur, qui ben, essaye tant bien que mal de se positionner par rapport à un marché, par rapport à ses concurrents, par rapport à ce qu'il a lu, bon, et par rapport à son ressenti aussi souvent, et par rapport aussi peut-être à ses charges. Et après, de l'autre côté, ça crispe aussi le client qui... alors, ben, il y a différents types de clients. Il y a B2B, il y a B2C, c'est déjà pas la même approche. Mais moi, de ce que je vois, quand j'annonce un prix à un prospect, je sens la personne qui... Je sens un petit recul dans sa réaction. Je le vois. Et je sens que ça veut dire que c'est trop cher. Je l'interprète en tout cas comme ça. Et après, ben, comme moi, je parle d'argent, mais j'en discute un peu pour comprendre, pour désamorcer un peu la bombe. Et ça crispe toujours. Je le vois même dans des discussions personnelles. Hier, j'étais en train de chercher, de vous raconter ma vie, un logement. Ben, la personne qui m'a annoncé le prix, j'ai vu que ça l'a crispé de me dire le prix aussi. C'est, tu Oui. vois, mais pourquoi? D'ailleurs, c'est amusant ce que tu me dis là, ça me fait penser à une expression qu'on utilise souvent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, Mhm, le nerf de la guerre. Il y a mhm, deux mots dans le nerf de la guerre qui sont, il y a le mot nerf, mhm. effectivement, et il y a le mot guerre. Alors, on est en conflit, quoi. Euh, ouais, je pense que ces deux mots-là résument assez bien la situation. C'est que, en fait, alors c'est un échange là. Je pense que tu es même, enfin, je pense qu'il n'y a aucun souci. Tu es plus calé là-dessus que moi, Éléonore. Je vais te donner mon sentiment personnel. C'est que le moment où on aborde l'argent, euh, euh, alors en B2B, c'est moins crispant qu'en B2C. Et moi, je suis un spécialiste B2B parce que la relation à l'argent est très cartésienne dans Mhm, le B2B. Il y a souvent, dans les grandes entreprises en tout cas, pas chez les freelances, mais dans les grandes entreprises, il y a des acheteurs. Euh, mhm, et donc, eux ont une approche très mathématique, très logique de la chose. Et mhm, ils travaillent pour une entreprise qui va dépenser l'argent mhm. pour eux, pour l'achat. Hein. Et Oui. donc, ce n'est pas leur argent qui sort de leur poche. Voilà. Chez un Mhm, freelance, c'est un peu différent, dans la mesure où l'argent sort de ma poche. mhm, Et je m'apparente plus en tant que freelance à ce que pourrait être une relation B2B finalement, parce que je suis tout seul, c'est mon argent qui sort de ma poche mhm, je me vends. Je vends mes services, mhm. je me vends moi. Et donc, j'apparenterais ça plutôt à une relation. Alors, du coup, c'est du C2B. Oui, c'est vrai. Et là, l'argent crispe parce que, eh bien, c'est le moment où on va perdre quelque chose, c'est le moment où on va donner quelque chose, c'est le moment où, et comme on le disait tout à l'heure, l'argent est un prisme, c'est le prisme de la valeur, c'est-à-dire que là, on va donner à l'autre une part de sa valeur.
Alors attention, je dis ça, c'est une manière d'appréhender les choses parce que je ne sais pas si tu as prévu d'aborder le sujet, mais en fait, pour moi, il y a certaines personnes qui considèrent que leur argent est une part de leur valeur et puis d'autres qui considèrent que pas du tout. Et donc, mais dans un certain nombre de cas, le fait de donner de l'argent, c'est se démunir de quelque chose. Et de l'autre côté, annoncer un prix, c'est annoncer la valeur de ce que l'on vend. C'est donner une valeur à ce que l'on vend, avec l'idée qu'en face, il puisse y avoir un désaccord, une guerre, le nerf de la guerre. Ok. Donc on a le nerf d'un Ok. côté pour celui qui dépense d'argent, et on a la guerre de l'autre. Éventuellement, en tout cas, le souci de la guerre. Donc c'est, oui, je pense que effectivement, aborder l'argent, d'autant que c'est toujours le point final d'une négociation, c'est l'aboutissement, et finalement, c'est le moment où après, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de négociation, c'est terminé, on est arrivé au bout. Quand on se dit, bah, ça y est, je te donne tant d'argent, c'est bon, c'est fini. Alors, le prix fait l'objet de négociation, évidemment, mais l'argent, lui, à un moment donné, c'est l'issue de la négociation sur le prix. Voilà. Ceci explique cela, je pense. Ok, mais c'est super. J'avais jamais fait effectivement enfin, j'avais jamais décortiqué l'expression l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais effectivement, je comprends mieux. Je comprends mieux. Mais du coup, toi, aujourd'hui, bon, tu as plusieurs clients, mais je vois que progressivement, tu te positionnes plutôt vers les freelances. Pourquoi aujourd'hui, ils ont tant de mal à se positionner? Et est-ce que c'est une histoire de peur, d'ignorance, de positionnement? Qu'est-ce que toi, tu as pu observer? Alors ça, c'est un sujet super intéressant pour moi, en tout cas. En fait, j'ai travaillé pendant 8 ans pour des grandes entreprises et des entreprises, on va dire, moyennes, voilà, avec des problématiques relativement similaires dans ces deux typologies d'entreprises, avec des problématiques concernant la compréhension du prix, mais surtout la compréhension de la baisse de marge dans ces entreprises, des difficultés qu'ils rencontraient financièrement, et une incapacité à relier ces difficultés au prix. Donc, on peut toujours dire, oui, c'est le prix qui est en cause, il est trop élevé, ou au contraire, oui, il est trop bas. Ça, c'est une chose, de le dire et de le penser. C'en est une autre de le démontrer. Démontrer que c'était le prix qui est en cause nécessite de faire de la modélisation. Il n'y a pas d'autre issue. Voilà. Par conséquent, la plupart des entreprises qui ne savent pas faire de la modélisation sur le prix font face à une impasse. Elles essaient de régler ça à travers leurs coûts, diminuer leurs coûts, des aspects financiers. Je vais essayer d'augmenter ma marge en diminuant mes coûts parce que finalement, c'est ce qui est le plus facile. Les coûts, c'est chez moi. C'est moi. Oui. Tandis que mon prix, finalement, c'est une négociation avec le client et au final, je ne maîtrise pas du tout cette métrique, quoi. Je ne sais pas du tout à combien je vais arriver et je ne sais pas si j'ai vendu bien, pas bien au final. Est-ce que si j'ai vendu plus cher que je devais au départ, j'ai bien vendu peut-être, ouais, ok. Mais si je ne revends pas à ce client, si je ne l'ai pas fidélisé, s'il ne revient pas, c'est que peut-être que j'ai vendu trop cher aussi. Bon, voilà, le prix est complexe. Et donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce que faisaient les freelances de manière complètement naturelle, hein, c'est-à-dire que j'étais freelance, je travaillais les prix et je ne m'étais jamais intéressé à comment les freelances élaboraient leurs prix. C'est quand même un monde, enfin, c'est très bizarre. Mais ça m'est arrivé un soir, enfin, de manière un peu... Bref. Et ça a fait tilt et je me suis dit, ah ouais, non mais attends, mais faut que tu regardes un peu comment ils font. Et j'ai étudié pendant presque 4 ans, enfin 3 ans, on va dire, plus de 3 ans, j'ai étudié la manière dont les freelances élaboraient leurs prix. J'ai interviewé des freelances, j'ai lancé un bêta-test sur ce qui est aujourd'hui Gridden. J'ai fait des enquêtes qualitatives, quantitatives, etc. Bon, bref. Pour arriver à une conclusion toute bête que j'aurais pu m'éviter dès le départ, c'est qu'en fait, les freelances sont confrontés exactement aux mêmes problématiques que les grandes entreprises, les moyennes entreprises, les petites entreprises. Elles sont toutes confrontées
exactement au même problème. C'est-à-dire que face à l'élaboration d'un prix, elles ne savent jamais si elles sont correctement positionnées ou pas correctement positionnées. Et du coup, ça engendre des doutes. Qui dit doute dit perte de confiance dans son prix. Et si je perds confiance dans mon prix, c'est très difficile de le défendre. Et puis, au-delà de ça, comme je le disais au départ, c'est aussi le fait de savoir modéliser son prix, savoir identifier s'il est en cause ou pas en cause, c'est savoir identifier quel est son impact sur mes marges, si je dois changer de produit. Ça se trouve, je ne marche pas assez sur mon produit. Alors, ça concerne moins les freelances, là, pour le coup. Hein. Mais les freelances, l'idée est un peu la même. J'ai un service, il a un coût. Est-ce que je dois modifier le contenu de mon service pour être plus en phase avec mes clients et ce que je gagne, tout simplement, à la fin. Voilà. Et donc, voilà, au bout de… Ma conclusion, c'est celle-ci. Elle est bien pauvre, mais les problématiques sont exactement les mêmes. Ouais, mais tu vois, moi, quand tu me dis ça, il y a deux choses qui me viennent en tête. C'est que, alors pas tous les freelances, mais je l'observe aussi, ne réfléchissent pas encore en tant que chef d'entreprise, tu vois. Donc, ils n'ont pas ce côté stratégique. Ils vont surtout vendre leur temps, tu vois, contre de l'argent, parce qu'ils ont une expertise bien poussée, etc. Souvent sous la forme de TJM, hein, le taux journalier moyen. Et en général, alors il y a deux manières de s'adresser aux clients, soit en direct, soit via des ESN, donc des cabinets de consulting. Et quand c'est en indirect, ce qui arrive dans la majeure partie du cas, parce que tout le monde n'aime pas faire de la prospection, du coup, ben, c'est au bon vouloir en fait du marché, si je peux le dire comme ça, de ce qui se fait chez le voisin. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir, c'est que les freelances ne tarifent pas parce qu'il y a une stratégie derrière de pricing, mais ils tarifent parce que, en pensant comme un salarié, en se disant, ben, j'ai 10 ans d'expérience, donc du coup, je vais me mettre à tel prix. Si j'étais salarié, j'aurais eu 60K, donc du coup, ça vaut tant en TJM. Et je sais pas, il y a une méthode qui est plus. Enfin, c'est quoi la bonne méthode en fait? Alors, il y a une bonne méthode d'abord. Déjà, c'est rassurant quand même. Maintenant, partons de ce que font effectivement les freelances. Tu as cité toutes les différentes manières dont ils s'y prenaient, mais en gros, il y a effectivement, j'étais salarié, je me lance en tant que freelance, je fais un calcul, il existe des calculateurs sur Internet qui me permet de convertir mon tarif, mon revenu de salarié en revenu de freelance, et j'obtiens un TJM. Et j'en fais ensuite ce que je veux. On pourra en reparler, ça du TJM et comment l'utiliser. Je ne sais pas si ça doit faire l'objet d'une discussion aujourd'hui ou peut-être d'un autre podcast, mais c'est un sujet très intéressant. Il y a la deuxième manière d'opérer qui est je vais regarder comment font les autres. Hein, donc je vais prendre un certain nombre de profils sur différents sites ou sur un seul, peu importe d'ailleurs, plateforme de freelance ou autre. Hein. Et je compare les profils aux miens, j'en trouve qui sont pas trop loin et je regarde à quel prix ils vendent et je fais une sorte de moyenne pour savoir je dois me vendre. Ça, c'est la deuxième technique. Et puis la troisième technique assez fréquente, c'est j'ai des coûts, je vais regarder quels sont mes coûts, je vais y ajouter une marge et puis pour qui sera mon revenu en fonction du revenu que je souhaite. Je sais pas, je souhaite gagner 1 000 euros, 2 000 euros, ben voilà, je rajoute cette marge-là mensuelle à mes coûts et je divise ça par le nombre de jours où je vais travailler et j'obtiens mon TJM. Alors, je te disais, oui, il y a une technique et c'est rassurant, mais ce qui n'est pas rassurant, c'est que ces trois techniques sont erronées. Les trois techniques qu'utilisent les freelances aujourd'hui pour se tarifer sont fausses, clairement, complètement fausses. Ce qui explique que tu as aujourd'hui des écarts mais monstrueux entre les prix des freelances à profil quasi équivalent. Les prix varient de 1 à 3. Et ça, ce sont les TJM, je parle des TJM. Les TJM varient de 1 à 3, c'est-à-dire les taux journaliers moyens affichés qu'on peut trouver. Mais les prix réels des freelances, puisque moi, j'en embauche aussi des freelances,
travailler sur mon projet, varie de 1 à 6, ce qui est encore plus inquiétant. Ce qui veut dire qu'il y a une diversité aujourd'hui de tarifs pratiqués, de prix pratiqués par les freelances, beaucoup trop importante, qui est pas faite pour rassurer en fait les clients. Pas du tout. En fait, ça a plutôt tendance à leur faire peur. Ce qui explique aussi, c'est une des raisons pour lesquelles le marché du freelancing en France stagne. Le montre qu'il stagne. Le nombre de freelances augmente, mais le chiffre d'affaires global du freelancing en France stagne. Ce qui veut dire que c'est inquiétant parce que si le nombre de freelances augmente et que le chiffre d'affaires stagne, ça veut dire que le chiffre d'affaires de chaque freelance, lui, baisse en moyenne, statistiquement. Donc, le freelancing va pas très bien en France. Et la façon dont les freelances tarifs, définissent leur prix est une des causes de ces difficultés. Qui n'a pas lieu, qui n'y arrive pas, par exemple, en Allemagne. La bonne technique qui consiste, parlons-en, la bonne technique pour fixer son prix, elle consiste, c'est ce qu'on appelle le value-based pricing. C'est une technique qui consiste à faire des analyses en masse d'informations sur la manière dont les marchés valorisent les services du freelance, quels sont les paramètres dont ils tiennent compte pour élaborer leur prix, quels sont les paramètres dont les entreprises, parce qu'on est en train de parler de C2B. C2B, c'est un néologisme, hein, ça n'existe nulle part. Hein. Mais c'est vrai que c'est un client enfin, c'est un particulier en tout cas qui vend à une entreprise. Oui. Donc vous voyez P2B. Et en fait, cette technique, elle consiste à donc identifier ce que le B, les clients, enfin les entreprises valorisent dans le service du client en masse, c'est-à-dire sur l'ensemble des freelances, et pouvoir modéliser cela tout en tenant compte d'éléments qui sont personnels au freelance, qui font sa distinction, qui font ce qu'il est. Parce que nous, en tant que freelance, on ne vend pas le voisin. Donc, on vend des choses qui nous sont propres, des compétences, une histoire, une expérience, donc, mais tout un tas de choses qui doivent être prises en compte dans notre tarif. C'est ce qui fait d'ailleurs que l'on ne peut pas avoir le tarif d'un petit copain qui est sur une plateforme de freelancing. Ça ne fonctionne pas. Et puis, je crois que tu as dit le mot un peu magique aussi, c'est le mot stratégie. Le premier élément qui a un impact, mais énorme, monstrueux sur le tarif d'un freelance, c'est sa stratégie de pricing, c'est sa stratégie de prix. L'expérience professionnelle, l'emplacement géographique que certains utilisent actuellement alors l'emplacement géographique a beaucoup moins d'impact que l'expérience professionnelle, mais qui utilise donc l'emplacement géographique qu'utilise un certain nombre de plateformes actuellement pour définir des prix ont un impact niveau 2 par rapport à la stratégie, c'est niveau 1. Et pourtant, personne n'en parle. Personne. Voilà. Je donne souvent des exemples dans les présentations que je peux faire à des freelances. Je leur montre, voilà, regardez, je vous prends des profils réels, hein, voilà, on les prend et puis on les analyse. Et on regarde en quoi la stratégie a un impact sur leur tarif. C'est énorme. C'est ce qui explique en grande partie le fait que le tarif varie de 1 à 3. Donc, il y a aujourd'hui, et pour la petite cerise sur le gâteau, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Éléonore, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, il n'y a rien. Zéro. Il n'y a aucune information, comment te dire, qui tient la route, qui permet aux freelances de se tarifer correctement. Il y a des grilles sur lesquelles il est très difficile de calculer son prix. Il y a des calculateurs qui sont, pardon, mais très simplistes et qui entraînent plutôt des erreurs qu'autre chose. Il y a des outils, mais qui sont, on est dans le monde, on est plutôt dans la préhistoire du pricing chez les freelances. Voilà. Mais c'est la raison fondamentale pour laquelle je lance Greeden. Ok, d'accord. Non, mais super intéressant et ça me fait. En fait, je vais rebondir mais en mettant ma casquette d'acheteuse. Tu vois? Ouais. Pourquoi tu me fais peur? Non, mais en fait, j'ai fait de l'achat de prestations intellectuelles. Donc, j'ai vu les grilles côté client, tu vois.
Et en fait, je me demande, parce que là, tu parles de faire en sorte que les freelances aient une stratégie de tarification pour justement mieux se vendre aux clients. Mais moi, je me rappelle que nous aussi, on avait nos grilles et nos coûts qu'on regardait et il fallait vraiment pas déroger. Donc, je me dis comment ces deux mondes finalement se rencontrent. Puisque, alors, quand il n'y a pas de direction achat, c'est plus simple pour un freelance. Je le dis, je vous le dis. Quand il y a une direction achat derrière, il va falloir s'armer de patience et sortir des arguments parce que on, on a un pouvoir de négociation assez fort pour le coup et on sait que on est désirable. Donc tout le monde veut travailler avec nous, tu vois. Donc du coup, comment on fait en sorte que ces deux mondes se rencontrent? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi aider les directions achats à avoir une meilleure stratégie je sais pas, c'est pas du pricing, mais de grille tarifaire inversée, si je peux le dire comme ça? Alors, d'abord, euh, les freelances ont un super potentiel de négociation à la base parce qu'un freelance, c'est quelqu'un qui a décidé de cultiver son métier, cultiver ses compétences de manière à être compétitif sur le marché. C'est quelqu'un qui va faire des efforts en formation, en recherche d'informations, qui va diversifier ses capacités, ses connaissances en tout cas, en matière juridique, en matière commerciale, en matière. C'est quelqu'un qui va énormément évoluer. Les freelances disposent d'un panier de compétences qui est énorme. Donc déjà, il y a ça, un. Et ça, les entreprises le savent. C'est-à-dire qu'elles savent, quand elles prennent un freelance, elles prennent une personne qui va avoir des compétences, des capacités qu'elle aura du mal à trouver en interne. Un salarié n'est pas, on a beau dire, un salarié n'est pas challengé sur ces aspects. Les salariés sont oui, il n'y a pas de souci, je ne suis pas en train de leur jeter la pierre. J'ai été salarié pendant On a été. 20 ans, mais voilà, la position même du freelance fait qu'il doit être compétitif. Il doit être compétitif, il doit avoir des compétences supérieures à celles qu'aurait une autre personne dans une entreprise. Alors, du coup, ça leur donne une capacité de négociation, ça, premièrement. Ce qui explique aussi qu'une entreprise, indépendamment du fait que, évidemment, les freelances constituent une adaptation des ressources de l'entreprise, et donc que l'entreprise va ponctuellement faire appel à un freelance parce qu'elle n'a pas la ressource en interne, d'accord. Et ça a un impact sur le prix qu'est capable de demander le freelance, qui explique que les freelances sont tarifés en moyenne à des prix supérieurs aux salariés, hein, si on fait des équivalences. Mais en plus de ça, ces compétences font qu'une entreprise est prête à payer plus cher son freelance qu'elle ne paye son salarié. Ça, déjà, c'est un premier point. Deuxième point, effectivement, être face à un acheteur, c'est très compliqué parce que c'est son métier d'aller négocier. Et un freelance n'est pas du tout rompu à la négociation. Et je pense que clairement, les freelances, tout comme sur d'autres aspects juridiques, commerciaux, etc., devraient être tous formés à la négociation. C'est quelque chose d'assez fondamental. Tout comme ils devraient tous disposer de systèmes de pricing qui leur permettent d'aller correctement positionner leur prix. Là, aujourd'hui, tu as raison, c'est pot de fer contre pot de terre. Un freelance face à un acheteur, pouvoir défendre son prix face à un acheteur, ça nécessite d'être sûr que son prix est correctement positionné. Aujourd'hui, on ne sait jamais en tant que freelance. Ça nécessite de savoir pourquoi je vais positionner ce prix. Qu'est-ce qui fait chez moi que mon prix mon TJM est 100 € plus élevé que mon petit copain d'à côté. Et surtout de savoir, et là on rentre dans le domaine de la négociation, c'est qu'est-ce que du coup je vais pouvoir lâcher, entre quel prix et quel prix je peux naviguer chez mon client, qu'est-ce que du coup, quelle est ma marge de négociation sur mon prix.
Quand tu me dis effectivement il y a des grilles tarifaires dans les entreprises, c'est tout à fait juste. Elles ont toutes des grilles tarifaires quasiment pour prendre un freelance. À part certaines PME, enfin les PME. Oui, oui, Quoique, oui. et encore, c'est pas tout à fait juste. Le MEDEF dispose de grilles qui met à disposition, ou la CGPME dispose de grilles qui mettent à disposition des PME ou des outils. Donc ils ont en tout cas des référentiels qui sont à leur disposition. Mais ils ont donc ces grilles. La question ensuite, c'est quand j'ai une stratégie et je positionne mon prix en fonction de cette stratégie, ma stratégie correspond à un panel d'entreprises. Bien sûr que je ne vais pas pouvoir toucher certaines entreprises qui recherchent peut-être, si je me suis positionné en pur discount dans le domaine chez les freelances, que je fais des prix ras les pâquerettes, bah, il y a peu de chances pour que je puisse atteindre des entreprises qui cherchent le gratin des freelances en termes de positionnement, avec des positionnements premium, des gens qui ont énormément d'expérience, qui ont énormément d'expérience avec des prix très élevés, qui ont prouvé leur capacité, etc. Maintenant, si je me positionne au contraire en premium, il y a peu de chances pour que j'arrive à atteindre des entreprises qui cherchent des coûts à réduire leurs coûts, typiquement, ou alors qui ont très peu de moyens. Et il y a des domaines d'activité dans lesquels aussi les entreprises ont peu de moyens. Alors je passe entreprise au sens général, hein, administration, Oui, oui. etc. etc. Administration, association, bref. Et donc nécessairement ma stratégie doit être cohérente avec le marché que je vise, ma cible. Ok. Voilà. Ok. Mais une fois qu'elle est cohérente, être sûr de son prix, de savoir ce qu'on peut négocier, de ce qui fait notre différence et comment elle se valorise, c'est vraiment essentiel. Pour, ne serait-ce que soi-même, se dire, bah, j'y vais avec ce prix-là et je sais que je suis dans les clous. Ok, le petit copain d'à côté, il fait ça 200 € de moins en TJM que moi, mais lui, il est certainement pas dans les clous. Ou alors, il faut que je check ce que recherche l'entreprise, parce que peut-être que ce que recherche l'entreprise, c'est plus moi que lui. Tu vois, il y a tout ce. Mais la base, c'est je sais que mon TGM est correctement positionné. Parce que si je ne sais pas ça, c'est foutu. J'ai aucune capacité de négociation, aucune capacité sur le prix et aucune capacité à correctement. J'ai aucune capacité en tout cas à aller défendre mon prix. Ok. Ok, je comprends. Et ben, du coup, j'ai une question en lien avec ça. Est-ce que le prix juste pour soi est toujours compatible avec le bon prix pour le client, en fait? Alors, ça, effectivement, c'est une question de marché et de positionnement. Il faut, parce que ce que j'ai envie de dire, c'est le TJM, ce n'est pas quelque chose de. Enfin, le TJM n'est pas le prix de mission. Bien sûr que si je m'adresse, je fixe mon TJM à, je vais dire une bêtise, mais 400 € par jour, d'accord. Je m'adresse à deux entreprises différentes. Bien sûr que qui cherchent mon profil, hein, d'ailleurs, hein, parce que faisons à toute chose égale par ailleurs. Bien sûr que le prix auquel elles sont prêtes à payer mon service est différent. Et mon TJM est une métrique de gestion, c'est-à-dire que je peux l'afficher. Je peux dire, je me vends à 400 € sur un site, très bien afficher ça. Mais le prix de mission doit être adapté, c'est-à-dire que peut-être que je vais parfois me vendre à 300, peut-être que je vais parfois me vendre à 500, 350, 450, peu importe. Au final, l'idée, évidemment, c'est d'adapter son TJM au contexte du client, mais l'idée, c'est que le TJM, c'est aussi mon objectif. C'est-à-dire que c'est aussi la métrique qui me permet de me comparer, qui me permet de savoir où j'en suis en termes de valorisation de mes services. Si j'indique que je suis à 400 €, que je me vends à des prix différents, l'idée, c'est qu'à la fin de l'année ou à la fin du mois, peu importe la temporalité qu'on choisit, mais c'est que j'ai atteint cette métrique. C'est que je me sois vendu en moyenne bien à 400 €. Parce que sinon, j'ai un décalage complet entre ce que j'affiche en termes de valeur pour mon profil et ce que je pratique en réalité. Ce qui n'est pas très, très judicieux parce que
ça fausse en tout cas, le marché que vous ciblez. Si vous vous affichez à 400 et que vous vous vendez à 200, au final, bah, vous avez faussé votre marché. Donc, ça veut dire que les entreprises qui vont s'adresser à vous pour 400, eh bien, ne sont pas les mêmes que celles qui se seraient adressées à vous pour 200. Vous avez peut-être perdu des clients, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est important de comprendre que c'est à la fois une métrique de suivi et c'est en même temps quelque chose de flexible que l'on peut faire évoluer dans le temps et c'est surtout pas le prix de mission. Je m'adresse aux éditeurs, c'est surtout pas votre prix de mission, c'est le prix. Le prix de mission va varier en fonction effectivement du contexte. Ok. Et est-ce que, parce que tu parlais de C2B, donc de client à business, donc de particulier. C'est assez maladroit de dire C2B. Oui, mais j'ai compris l'idée. J'ai compris l'idée. On parle en fait d'une population qui est professionnelle, mais quand même qui a des comportements particuliers. Tout à fait. Dans son activité professionnelle. Et ça, c'est assez tricky. Et cette population, et même pas que les freelances d'ailleurs, ça peut être observé chez les entrepreneurs en règle générale, chez certains chefs d'entreprise, il y a cette confusion entre valeur personnelle et la valeur financière, notamment liée au prix. On se dit, bah, je me vends, comme tu disais, à 400 euros journaliers, et donc du coup, c'est ce que je vaux moi. Comment on fait pour se décorréler de ça, à part venir me voir, mais je veux dire, comment on fait? Ça t'a donné la réponse. Non, mais est-ce que toi, tu as pu l'observer que si ça crispait aussi autant et que les gens n'arrivaient pas justement, bah, ils se sous-vendaient, quand par exemple, au lieu de faire 400, ils font 200, ça dit des choses, ça impacte l'estime de soi aussi. Qu'est-ce que toi, tu as pu observer lié à ça? Lié à on va dire, comment je pourrais dire ça? Pas une méconnaissance du marché, mais un manque de stratégie de pricing. Vaste sujet, vaste sujet. Alors, c'est intimement lié. Le fait de relier son tarif, alors que ce soit son TJM, on va parler de TJM, d'accord? Oui. Encore une fois, le TJM ne soit pas le prix auquel on se vend. Et parlons globalement, pour faire simple, alors je vais parler de prix. Relier le prix à sa propre valeur, c'est quelque chose de très intime. D'abord, ça ne concerne pas tout le monde. Ça dépend de la relation qu'on entretient à l'argent et du prisme, en l'occurrence, que l'on donne à l'argent. Mais quand c'est le cas, et ça engendre effectivement un certain nombre de blocages. J'ai rencontré des freelances dans l'étude que j'ai pu faire pendant 3 ans. J'ai rencontré des freelances qui n'avaient pas modifié leurs tarifs, modifié leur prix de vente, d'ailleurs, carrément du prix de vente, depuis 8 ans, qui avaient 2 clients et ces 2 clients avaient le même prix de vente depuis 8 ans. Quand on connaît l'inflation qu'on a connue en 8 ans, c'est suicidaire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est divisé en 8 ans, je pense qu'on a fait plus que divisé par 2. C'est plus que divisé par 2 le revenu. En tout cas, son pouvoir d'achat. Je ne vais pas parler de revenu, le problème, en termes de valeur absolue, mais le pouvoir d'achat, lui, a été divisé par 2. Donc c'est... Et là, pour le coup, chez cette personne, il y en a plusieurs, mais il y en a une à laquelle je pense plus particulièrement. Chez cette personne, il y avait clairement un blocage lié au fait qu'elle avait peur qu'en augmentant son prix, elle perde son prix. L'un de ses 2 clients notamment, qui était le client qui lui rapportait le plus. Et puis elle avait peu de clients, donc, mais ça lui remplissait, elle était full time. Simplement, voilà, ces 2 clients remplissaient l'ensemble de son agenda. Et en même temps, elle se disait que si elle baissait son prix, eh bien, elle
d'abord, elle n'avait pas de raison de le baisser, hein, puisqu'elle était prise full-time. Mais en discutant avec elle quand même de l'idée même de baisser son prix pour éventuellement avoir d'autres clients et diversifier son panel de clients, c'est complètement hypothétique ce que je dis, hein, parce que c'était une discussion totalement philosophique avec elle. Elle n'avait absolument pas lieu de baisser son prix. Mais l'idée même d'aller toucher son prix aussi vers le bas, et ça arrive pour beaucoup de freelance, lui engendrait la peur de perdre de l'argent. Effectivement, comme tu le dis là, de se dévaloriser. Et en gros, cette dévalorisation, alors autant elle n'engendre pas de difficultés, c'est le fait de relier l'argent à sa valeur n'engendre pas trop de difficultés quand il s'agit d'augmenter son prix, mais quand il s'agit de le baisser, là, ça engendre un certain nombre de problèmes. Donc, ça engendre des difficultés chez les personnes à aller et à être flexibles sur leur prix. Que ce soit pour l'augmenter, en l'augmentant ou que ce soit en le baissant, on est bien d'accord que ça peut avoir un impact sur les clients que vous allez obtenir ou sur les clients sur la typologie de clients que vous allez obtenir, mais ça n'a pas d'impact sur ce que la personne est. La personne, elle reste ce qu'elle est. Donc, c'est purement un prix, c'est purement une déformation d'une réalité liée à l'argent. Je pense effectivement, je te suis complètement, que c'est un des combats à mener auprès des freelances de bien faire passer l'idée, en tout cas, ou de les former, de leur donner tous les outils nécessaires pour réussir à se détacher de cette idée et surtout pour réussir à gagner de la hauteur vis-à-vis de l'argent et de leur prix. Et la solution, c'est de venir te voir. Mais c'est aussi d'avoir les bons outils pour pouvoir faire ça. C'est d'être rassuré sur son prix, de gagner en flexibilité, d'être capable de se dire, bon, bah, je vais m'adapter, ça ne me touche pas, ça peut toucher mes finances, hein, mais ça ne me touche pas moi personnellement, et j'ai les outils nécessaires pour m'adapter, et surtout j'ai la confiance en moi nécessaire pour le faire. Voilà. Ce sont deux éléments, en fait, on touche vraiment à la confiance à la fois aux outils dont on dispose et la confiance en soi qui est hyper importante. Ok. Et donc, du coup, Bring Them, ça va sortir quand? Parce que franchement, quand j'entends tout ce que tu dis, je me dis, j'ai hâte de voir cette application parce que ça a l'air d'être quelque chose vraiment solide, technologiquement aussi parlant. Et dis-nous en plus, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu? Est-ce que c'est des décos freelance ou d'autres aussi catégories d'entreprises? Voilà, comment on s'inscrit, comment on te rejoint en fait dans l'aventure? Alors, Greedon, il faut voir l'effort qu'a nécessité Greedon et qui fait qu'on est toujours en train de développer le produit. Greedon a nécessité donc 3 ans de recherche et ça fait 2 ans qu'on est en développement. Pour plein de raisons diverses et variées, mais surtout parce qu'en fait, Greedon, d'abord, va chercher beaucoup d'informations sur le big data. Greedon pose énormément de questions à l'utilisateur, des questions assez pointues, avec des informations qui sont croisées, énormément d'informations qui se croisent, de conditions sur les questions posées, pour définir au mieux, de manière la plus personnelle possible, le contexte dans lequel se situe le freelance, son contexte de vente. D'accord ? Et on a eu énormément de difficultés. On en a encore, mais on est en passe de toutes les résoudre, à intégrer l'ensemble de ces paramètres et l'ensemble de ces conditions dans un logiciel en back-end qui aille traiter tout ça
qui aille faire vivre le modèle tarifaire qui existe dedans, qui l'adapte, et qui permettent d'aller délivrer un tarif le plus juste possible, je dis bien le plus juste possible. La justesse en modélisation à 100% n'existe pas. Par contre, on peut s'en rapprocher le plus possible. Et Greedon est fait pour s'en rapprocher à des niveaux assez. Moi-même, je suis assez bluffé par. Tu vas dire, j'ai les chevilles qui gonflent, mais pour te dire simplement, donner simplement une métrique. Hein. Globalement, dans les entreprises dans lesquelles j'ai mis en place des systèmes de pricing, on dispose à peu près entre une dizaine et une quinzaine de paramètres pour pouvoir qualifier le contexte client et pouvoir aller des équations qui permettent de définir, des algorithmes qui permettent de définir les prix que pratique l'entreprise sur ses produits dans les grandes entreprises. Là, on est bien au-delà de ça. C'est-à-dire la qualification du contexte du freelance, elle passe par des dizaines de paramètres. On approche plus de la trentaine de paramètres, donc c'est énorme, c'est monstre, c'est pour un système de pricing, et ce qui explique toute la complexité de l'outil, mais aussi ce qui explique sa capacité à aller délivrer des informations aussi précises. Et ce que fait Greedon, pour être très clair, c'est qu'il va, identifier quel est le TJM le plus pertinent à fournir aux freelance. Il va identifier quel est le seuil bas que ne doit pas dépasser le freelance en prix de mission. Il va identifier quel est le seuil haut, parce qu'il existe un seuil haut que le freelance ne doit pas dépasser aussi en termes de tarifs de mission, ce qui s'appelle le TJ plafond, enfin, le prix plafond, on va dire, c'est un air simple, le prix seuil et le prix plafond. Et il va identifier aussi les prix bas de marché, c'est-à-dire les prix pratiqués sur le marché par des profils, non pas des profils similaires, mais pour être très clair, il va modéliser le prix de marché pour le profil de l'utilisateur. C'est une première, hein, ça n'existe nulle part. Et il va aussi aller modéliser le prix haut du marché pour le profil de l'utilisateur. Pas pour des profils, il ne va pas comparer des profils, il va vraiment aller traiter en masse de l'information et aller définir le TJ, le taux journalier pratiqué par le marché le plus bas et le plus haut. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on appelle des percentiles, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais basiquement c'est ça. Et ensuite, il va aller identifier chez le freelance ce qui caractérise le mieux son profil, ce qui a le plus d'influence sur son TJ, sur son taux journalier. Qu'est-ce qui dans quel est le paramètre que valorisent les clients qui est le plus influent sur son TJ? Pour que ce soit les paramètres qu'ils mettent en avant dans ces descriptions de profil. Les paramètres qu'ils mettent en avant dans ces descriptions de profil. Tout ça va être fait en fonction d'une stratégie déterminée avec l'utilisateur, évidemment. Et puis, tertio, non seulement il définit donc quels sont les éléments qui ont le plus d'impact, donc qui sont les atouts du freelance, mais il définit aussi quels sont les éléments qui ont un potentiel d'amélioration. C'est-à-dire quels sont les éléments du profil du freelance qui, une fois améliorés, peuvent engendrer une forte augmentation de son TJ. Voilà. Mais une augmentation cohérente avec son profil, on est bien d'accord. Voilà. Donc, Greedon fait tout ça et délivre ses résultats sous forme graphique, sous forme de texte, enfin sous forme d'informations relativement denses d'ailleurs, mais il va aussi d'ailleurs, j'allais oublier quelque chose, il va aussi conseiller le freelance sur la manière dont il doit faire évoluer son tarif. C'est-à-dire qu'il va, en fonction de l'ensemble de ces éléments, il va identifier quel est l'écart entre le TJ actuel du freelance et le TJ optimal défini par Greedon, et il va, en fonction de l'ensemble des éléments que j'ai cités, définir comment il peut faire varier, s'il doit le faire varier d'un seul coup, ou s'il doit y aller progressivement, en gros. Voilà. Et ça, actuellement, bah, ça n'existe nulle part. Personne ne le fait. En gros, ce que je suis en train de faire avec Greedon, c'est que je suis en train de prendre les meilleures techniques de mon métier et de les fournir aux freelance. Voilà, basiquement. Ok.
Et donc, du coup, à partir de quand, parce que tu as déjà eu des testeurs Oui, pour l'amélioration du produit, du service, oui. et à partir de quand ce sera envisageable d'utiliser, enfin, peut-être que c'est l'année prochaine, hein, j'en sais rien, hein, Non, non, mais c'est cet été. Grosso modo, c'est cet été. Je ok, date exacte parce que on est, il y a des fine-tuning. ouais, et puis on est en passage en production et on rencontre, comme d'habitude, hein, dans le Ok. déploiement d'applications entre le passage du développement à la production, il y a toujours des ajustements, toujours des problématiques de serveurs à ajuster, etc. Et, comme c'est la première fois personnellement que je fais ce genre d'exercice, je sais qu'on n'en a pas pour 2 mois, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait non plus pour un jour. Donc, oui, je me donne un peu de latitude pour dire globalement, c'est cet été, voilà. Mais personnellement, évidemment, j'espère que ce sera demain. Non, non, mais c'est bon à dire. Après, l'important, c'est comment on va accueillir, enfin, comment les freelances vont accueillir le produit. Et, mais voilà, pour celles et ceux qui écoutent, quand l'épisode sortira, Raiden, je suppose, sera là, puisque ben, J'espère, l'épisode va sortir un peu plus tard. j'en suis même sûr. Donc, du coup, après l'été. Et si je puis me permettre, Donc, ce qui est aussi assez novateur chez Griden, c'est que, on a une tarification du service. Le service n'est pas gratuit, enfin n'est pas toujours gratuit. On a une tarification graduelle en fonction d'éléments déclarés par le freelance. ok. Donc, on vient adapter le tarif en fonction aussi des capacités du freelance à aller payer un tel service, évidemment, et de la valeur ajoutée qu'apporte le service au freelance. Si on détecte, grosso modo, qu'il y a zéro valeur ajoutée de Gridon parce que finalement le freelance avait déjà correctement tout défini, eh bien évidemment le service est gratuit. Par contre, quand je dis correctement défini, en fait, pour être très clair, on va aller regarder comment il a positionné son TJ, dans son TJM et comment Gridon le positionne. Et en fonction de cette information et d'autres, que je ne citerai pas parce que pour le coup, elles sont confidentielles, mais on va aller définir un tarif adapté aux freelance pour qu'ils puissent se payer Gridon. Parce que l'idée, c'est vraiment que Gridon soit accessible à tout le monde. Euh, Même si moi, mon objectif, soyons très clairs, c'est que, alors déjà, il y a zéro publicité, on ne fait pas de publicité sur Gridon, on ne vend pas de données de Gridon à d'autres entreprises. Donc, notre modèle le business model de Gridon, ce n'est absolument pas basé ni sur la publicité ni sur la vente de données. C'est clairement un modèle au paiement. Et voilà, l'idée, c'est de dire, je suis prêt finalement à donner même les résultats de Gridon, tous les résultats que fournit Gridon, si quelque part on conclut dans Gridon que le TJ optimal, c'est le TJ qu'a aujourd'hui le freelance. Bon, voilà. Je vais pas. Par contre, on va même lui donner tout le reste, toutes les autres informations dont on dispose, dont il ne disposait pas jusque-là, mais on va quand même lui donner. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'idée, c'est que Gridon se développe le plus rapidement possible pour aller créer un effet boost sur le marché du freelancing, régler un problème de fond du marché du freelancing en France, aider l'ensemble des freelances à être sûrs de leurs tarifs et faire exploser cette bulle du freelancing en France qui est géniale parce qu'encore une fois, les freelances disposent de compétences, de qualité, de capacités qui sont top et qu'il faut absolument promouvoir. Voilà. Donc c'est Gridon, c'est un peu, pour moi, je le vois un peu comme Qui propulse. un catalyseur parmi d'autres du monde du freelancing. Ok, ok, c'est super intéressant. J'ai hâte de voir sa sortie. J'ai hâte que d'autres freelances l'utilisent aussi. Parce que moi, j'avais déjà été convaincue. C'est pour ça que je t'ai invitée. Merci. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Est-ce que, alors là, on arrive un peu sur la fin du podcast, mais peut-être que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport au sujet du pricing. Si c'est le cas, tu nous dis. Sinon, je passe aux questions bonus. Euh, non, je voudrais juste, ouais, peut-être rajouter une chose, c'est que
Le mot pricing peut faire un peu peur parce que quand c'est notamment, évidemment, on tombe dans l'inconnu, mais rajouter quand même que c'est une discipline aujourd'hui majeure dans l'ensemble des entreprises qui est exercée partout dans le monde, vraiment partout dans le monde, avec plus de 20 ans. Si on prend le revenu management, on en est à 40 ans d'expérience dans le domaine. C'est une technique vraiment éprouvée. Si les gens qui écoutent ce podcast souhaitent comprendre ce que ça engendre dans les entreprises, ce que ça modifie, il y a un exemple tout bête qui est PSA, Peugeot Citroën. Comment Peugeot Citroën a utilisé le pricing pour être ce qu'il est aujourd'hui, pour évoluer comme il a évolué entre 2000, on va dire entre 2000 et 2015. Ouais, pas 2000 parce qu'ils ne faisaient pas de pricing, mais 2007, donc là où on a commencé à faire du pricing chez PSA. Et 2015, il y a eu un boom extraordinaire chez PSA. Et PSA était un des leaders du pricing en France. Il y a Michelin aussi qui a fait des. Ce sont des très grandes entreprises. Et donc, ça aussi, ça peut un peu faire peur de se dire que, wow, mais en fait, c'est un truc qu'utilisent les grandes entreprises. Pas du tout. En fait, c'est un truc qu'utilisent les grandes entreprises parce que jusque-là, elles avaient les moyens de se payer des grands consultants qui connaissaient le domaine. L'idée, c'est de dire, ces techniques, ce sont les mêmes à appliquer en ETI, ce sont les mêmes à appliquer en PME, ce sont les mêmes à appliquer chez les freelances, avec évidemment des adaptations à la taille de l'entreprise, évidemment, mais finalement, les gains associés sont les mêmes et la complexité qui se cache derrière le pricing, elle est gérée par des professionnels qui élaborent ces modèles de pricing. Mais pour un utilisateur, la complexité, elle est réduite à quasi zéro. C'est très simple d'utiliser un pricing. Pour un utilisateur lambda, c'est un jeu d'enfant. Donc, il y a une complexité cachée, un peu comme dans un iPhone. Il y a une complexité cachée du produit. Mais l'utilisation de l'iPhone est très simple et c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que le pricing peut faire peur parce que ça paraît complexe. On parle de modélisation, on parle de trucs utilisés dans les grandes entreprises. Mais finalement, cette complexité, une fois qu'elle est encapsulée dans un outil, pour l'utilisateur, c'est hyper simple. Voilà. Ok. Du coup, j'ai une autre question qui n'était pas prévue. Tu disais que, en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu à la traîne en France par rapport à d'autres pays. Qu'est-ce qui peut expliquer cela au niveau du pricing, puisque tu parlais des États-Unis qui avaient plus d'avance? Tu parlais aussi de tes débuts où tu as dû aller prendre appui sur l'Allemagne. Enfin, oui. Je ne sais pas si en Russie aussi tu as dû faire la même chose. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est lié à l'argent ou à notre manière de percevoir l'argent? Wow. Il faut que je réponde de manière politiquement correcte. Il n'y a pas de tabou ici. Alors, pour ça, je vais faire une petite digression vers les Allemands, les Américains, etc. Voilà. Bon, bref, en tout cas, au minima, ces deux pays. Les Allemands sont des précurseurs dans beaucoup de domaines et dans le pricing, c'est clairement les précurseurs dans un domaine où, dans la mesure où, le revenu management a été inventé par le fondateur de Simon Kucher & Partners. Donc, qui est le cabinet de consultants spécialisé en pricing dans le monde. Il y en a d'autres, mais en tout cas, ça a été le premier. Et voilà. Donc, c'est les prémices, en tout cas, c'est les fondements du pricing sont nés en Allemagne. Mais ce n'est pas l'Allemagne qui a développé le plus rapidement le pricing, c'est les Américains. Parce que les Américains, en fait, je dirais, c'est un peu des têtes brûlées, ce sont des gens qui ont l'habitude d'expérimenter les choses. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ils le prennent, ils l'essayent, ils dépensent de l'argent, et un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Et puis, si ça ne marche pas, des fois ils réessayent autrement, et puis si ça ne marche vraiment pas, ils abandonnent. Mais ils essayent. Voilà. Nous, en France, on a un abord beaucoup plus intellectualisé des choses. On va analyser. On va regarder
si qu'est-ce que c'est que ce truc-là, comment ça marche, est-ce que c'est vraiment utile, on va se poser des questions, on va faire des schémas, enfin voilà, on va faire un truc. On va faire une thèse Ouais, on va faire avant une de... thèse, c'est bien une thèse aussi. Voilà. Et puis, on va mettre 10 ans à expérimenter le truc parce que, sait-on jamais, ça se trouve, ça nous aurait déstabilisé. Donc, on prend le temps de l'analyse, de l'intellect, d'intellectuel, voilà. On prend le temps pour s'assurer que, eh ben, le produit, le service, ou tout au moins l'invention en question, va nous être utile. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients, je dirais. Voilà, c'est ce qui fait aussi, c'est une partie, c'est la France. Donc on a, ne nous caractérise pas. C'est juste un élément de notre culture. Et puis ça ne caractérise pas non plus les Américains. C'est un élément de leur culture. Et c'est vrai que du coup, ce qui se développe quand ça marche très rapidement chez les Américains, ou ce qui échoue très rapidement chez les Américains, met beaucoup de temps à se développer en France et parfois fonctionne en France. Ça explique que cette invention allemande se soit développée très rapidement parce qu'elle a très bien fonctionné aux US. Elle a permis des améliorations de marge, des augmentations de marge énormes aux entreprises aux US. Et aujourd'hui, il est très rare qu'une entreprise, alors je parle des PM, enfin des entreprises de taille moyenne et des grandes entreprises, toutes ont des pricing managers. Alors que ce n'est pas encore le cas en France. Toutes les grandes entreprises ont des pricing managers en France, mais pas toutes les ETI. Et encore moins les PME. Les PME, elles n'ont jamais de pricing manager en France, alors qu'on en trouve aux US des PME qui en ont. Donc voilà, oui, c'est assez culturel. Et le pricing a commencé à se développer dans les années 2000 en France. Et aujourd'hui, je dirais quand même que il est bien implanté chez les plus grands acteurs en France, les plus grandes entreprises. Voilà, il est bien implanté et il commence à se déployer au niveau des PME. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un beau potentiel. Voilà. Et moi, j'essaye de le déployer au niveau des freelances. Ok. Ben, merci pour l'explication. Du coup, je vais te poser les questions bonus qui vont clôturer notre discussion, qui était très intéressante. Donc, la première, c'est une question un peu plus philosophique, c'est de se demander, un monde sans argent, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Waouh! Alors, un monde sans argent. Si l'argent n'existait plus, comment tu le vivrais, quoi? Si l'argent n'existait plus, comment je le. Alors d'accord. Alors, est-ce que c'est mon point de vue personnel ou c'est vraiment philosophique? Parce que si c'est philosophique, je dirais un monde sans argent, est-ce qu'il peut exister? Je n'y crois pas. Parce que même si on supprimait l'argent aujourd'hui, eh bien, à un moment donné, les gens auraient besoin d'un intermédiaire dans leurs transactions. Il faudrait supprimer les transactions, qu'il n'y ait plus d'échanges, mais on meurt tous s'il n'y a plus d'échanges. Donc il faudrait supprimer les échanges, mais voilà. Et il y a toujours un moment auquel on est confronté à la difficulté de j'ai des chèvres, ok, mais une chèvre ça vaut 10 poules, mais si je veux en acheter 12, comment je fais? C'est normal d'être confronté à ça, et donc à un moment donné, il faut un intermédiaire de valeur. Je ne crois pas qu'il y ait ni de philosophe ni d'économiste qui ait réussi à identifier autre chose qu'un intermédiaire de valeur pour ce genre de problématique. Donc voilà, l'argent est nécessaire au fonctionnement des échanges entre les humains. Ensuite, personnellement, un monde sans argent, c'est-à-dire que si tu veux, c'est pas tellement un monde sans argent qui serait intéressant. C'est un monde dans lequel l'argent aurait une autre valeur. Ça, par contre, je pense que ça peut être plus intéressant, oui. C'est-à-dire que identifier l'argent
comme, comme un moyen de transaction, ça me semble sain, mais identifier l'argent comme le reflet de sa propre valeur, ça me semble beaucoup moins sain. Tout ce qui me semble pas très sain aussi, c'est d'identifier l'argent comme ayant une valeur propre et estimer que l'argent peut engendrer l'argent. C'est-à-dire créer des systèmes spéculatifs sur lesquels l'argent engendre l'argent. Ça signifie ça que l'argent a une valeur intrinsèque et à partir du moment où l'argent a une valeur intrinsèque, ça veut dire que c'est intéressant d'en avoir beaucoup. Et je pense que ça, c'est pas très sain parce que ça engendre beaucoup de biais dans la relation des gens à l'argent. Ça explique beaucoup de difficultés que peuvent éprouver des gens qui sont par ailleurs très, très riches aussi, hein, et qui ne sont pas forcément contentés non plus par ce qu'ils ont. Je crois que ouais, je sais pas s'il faut que j'ajoute quelque chose. Très complet, très complet. Deuxième question qui est plutôt un conseil. Quel serait le conseil que tu donnerais aujourd'hui aux freelance en termes de stratégie de pricing? Alors, mon conseil, c'est très clair, c'est poser une stratégie. C'est poser une stratégie de prix. C'est le premier élément à considérer. Posez-vous des questions sur, en fonction de votre cible, quelle est la bonne stratégie tarifaire à adopter. J'ai discuté récemment avec des freelances, plusieurs freelances. Je continue de tout le temps, en permanence, je discute avec eux. Mais là, il y a notamment un freelance avec qui j'ai fait connaissance qui souhaitait se positionner en premium dans un dans quelle région, je sais plus. Bon, bref, il voulait c'était je pense que c'était en Martinique. Il voulait se positionner en premium sur son marché pour vendre ses services et avec un site, il a fait des choses relativement cohérentes avec un site cohérent avec son positionnement premium. Et ça a duré 8 mois jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'en fait, il n'était pas du tout correctement positionné, qu'il avait 0 client. Et donc, il a baissé son prix. Il a énormément baissé son prix puisqu'il l'a divisé, plus que divisé par 2, son TJM en tout cas. Et aujourd'hui, il a quelques clients. Mais ce que je veux dire, il ne sait pas si son premier prix était correctement positionné, il ne sait pas si son autre prix est correctement positionné. Certainement que son premier prix était positionné beaucoup trop élevé. Il a pris son deuxième prix, mais il a conservé son site et le positionnement premium de son site, donc il y a des incohérences qui sont apparues. Donc voilà, ça illustre simplement la difficulté qu'il peut y avoir quand on a mal élaboré, quand on a élaboré quelque chose d'incohérent entre ses sites, son service, sa cible client, ses prix, la difficulté qu'il peut y avoir à modifier ça et à re-rentrer dans les clous en termes de prix et à adapter l'ensemble pour que le client comprenne l'offre qu'on lui propose. Et donc, je dis simplement, avant même de vous lancer, ou si vous vous êtes lancé, c'est jamais trop tard, mais réfléchissez à la stratégie que vous avez, est-ce que votre prix est correctement positionné vis-à-vis de cette stratégie? Est-ce que l'ensemble est cohérent avec vos clients? C'est de la stratégie globale, c'est de la stratégie d'entreprise. Ça vaut le coup parce que c'est encore une fois le facteur qui a le plus d'impact sur le tarif. Et puis ensuite, je dirais, utilisez Greedon. Voilà. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre ton actualité et suivre le lancement de Greedon? Alors, j'ai créé une chaîne YouTube, un Insta Greedon et un LinkedIn Greedon que je n'ai pas encore alimenté. Donc, bon, okay. Si vous y allez, parce que le lancement n'ayant pas été encore effectué, c'est pour l'instant non peuplé. Mais très rapidement, dès le lancement de Greedon, je vais commencer à communiquer dessus, avec des vidéos. J'y mettrai évidemment
un lien ou voir ce podcast, bien sûr, et d'autres éléments qui expliquent comment Gridon a été, la genèse de Gridon, qui explique qui je suis et ce qu'on souhaite faire avec l'équipe, parce qu'il y a une équipe derrière moi, de freelance d'ailleurs. Et vous pourrez avoir toutes les explications sur la landing page de ce que fait Gridon avec une vidéo sur les résultats qu'il faut et tous les éléments nécessaires. Alors j'espère que je dis tout ça, enfin je vous dis c'est pas ouvert parce que à la date d'aujourd'hui, mais peut-être que quand tu auras lancé le podcast, ce sera ouvert. Ce sera ouvert. Écoute, merci beaucoup Mathieu pour cette interview. C'était très très riche, vraiment, en leçons, en conseils, en anecdotes. Et j'espère que ça va plaire aux auditeurs, auditrices. On est là ensemble. Et puis je te dis à très bientôt. Et je te dis merci. Je te souhaite bon courage, bon lancement aussi. Merci beaucoup, Éléonore, et de m'avoir donné l'opportunité de discuter avec toi dans ce podcast. Et c'était un bon moment. Et puis, on se revoit juste après. Oui, à toutes. Et voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère que cet échange a fait écho chez toi et qu'il t'aidera un peu plus chaque jour à mettre de l'or dans ta relation à l'argent. Si cet épisode t'a touché, la plus belle manière de soutenir le podcast est de lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est grâce à ce type de partage que, ensemble, nous briserons les tabous. Et si tu sens qu'il est temps pour toi de transformer ta propre relation à l'argent en profondeur, eh bien je t'attends. Le lien pour un appel est en description. D'ici là, d'ici notre prochain rendez-vous, prends soin de toi, prends soin de tes proches et de ta prospérité.